Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Yacine Seck et je suis honorée et ravie d'animer cette table ronde, l'État et ses cadres supérieurs et dirigeants dans le cadre de cet événement consacré aux 80 ans de l'ENA. J'anime cette table ronde en présence d'invités exceptionnels, monsieur Paul Penny, conseiller d'État, ancien directeur général de l'administration et de la fonction publique, madame Blandine Thibault-Biacab, vous êtes DRH Recherche et Innovation L'Oréal, et monsieur Benjamin Regnault. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge de la qualité de l'action publique à la ville de Paris. Malheureusement, madame Claire Landais devait nous rejoindre, mais vous comprendrez aisément pourquoi elle ne peut pas se joindre à nous. Alors, la table ronde abordera plus spécifiquement 2 points. Tout d'abord, la formation des cadres supérieurs et dirigeants et également le retour de nos invités prestigieux concernant aujourd'hui, face aux défis auxquels nous sommes confrontés, comment mieux embarquer les équipes et mieux piloter les projets ainsi que les leviers sur lesquels s'appuyer. La fin de la table ronde se clôturera par un scénario prospectif qui a été rédigé en lien avec la directrice de la Cité européenne des scénaristes, Pauline Rocafoul, et Hugo Bévor, qui est conseiller d'État. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, monsieur Penny, pour avoir votre vision, avec votre expérience extrêmement riche, sur la vision de la formation des cadres supérieurs et dirigeants aujourd'hui. Et si vous souhaitez d'ailleurs faire un petit retour en arrière, vous y êtes bien évidemment invité. Bien, bonjour à toutes et à tous. À la fois honoré et un peu intimidé de lancer la première balle. Je vais essayer de faire le lien avec ce qui a été évoqué ce matin. Alors, pour celles et ceux qui ont pu bénéficier de l'assez remarquable demi-journée d'études qu'on a pu avoir et de remise en perspective de beaucoup de choses depuis que le statut existe et le rôle qu'il y a la DGFP. Alors, pour me centrer malgré tout sur la question de la formation des cadres supérieurs et dirigeants, alors je vais le dire et dans ces lieux, en fait, il faut que ce soit, si je fais un hyper résumé, de moins en moins une formation technique et de plus en plus une formation managériale. Alors je sais que le mot management peut faire peur, ne serait-ce parce qu'il peut être une espèce de mot valise qui embarque des tas de choses un peu molles. Donc c'est pas, faire de la théorie du management dans un coin et de manière très, très fumeuse. C'est vraiment développer, cultiver des apprentissages. On parle de formation, donc formation c'est quand même un apprentissage, et précisément de ce qui est le moins facile en apparence à appréhender par rapport à des matières techniques. C'est plus facile de faire une formation au droit public ou à l'économique, au management, mais pourtant je pense, et même plus que je pense, je suis convaincu que si on ne devait retenir qu'un seul thème de formation dans une école de formation initiale ou continue, ou les deux pour des cadres dirigeants, ce serait ce thème-là, vraiment. Et ça, pour le coup, puisqu'on a étendu la perche sur mon expérience, alors mon expérience déjà FP, mais peut-être plus encore, pour le coup, mon expérience de DRH, y compris, alors pas dans le privé, mais à proximité dans des grandes entreprises publiques, et puis dans le cadre d'échanges à l'infini, que j'ai essayé d'avoir depuis 20 ans avec ce que font nos collègues d'autres entités de communautés humaines qui s'appellent les entreprises privées, mais ce sont des communautés humaines, et où il y a un travail d'entraînement à faire des équipes. Et vraiment, 15 ou 20 ans plus tard, si j'étais de nouveau déjà FP, je reconnais qu'il y a des choses sur lesquelles je mettrais beaucoup plus encore l'accent maintenant qu'à l'époque, et qui est cette dimension-là. Alors, toujours pareil, ce n'est pas une dimension exclusive, il y a tout le reste. Mais je fais exprès de le dire. N'aurait-on le choix que d'un seul sujet, parce que les circonstances nous l'imposent, parce que voilà, on leur amène à quelque chose d'extrêmement radical. Je dis, s'il faut ne garder qu'une chose, c'est cette dimension-là. Et juste d'un mot, sous le terme management, je veux dire, il y a 2 choses. Il y a c'est un apprentissage des comportements, des pratiques qui font qu'on fait grandir les autres, quoi. Enfin, mon résumé à l'extrême, c'est ça. C'est tout ce qui fait qu'on fait grandir les autres. Et la meilleure manière de produire son propre résultat en tant que cadre dirigeant supérieur, c'est certes parce qu'on est un bon technicien, mais c'est avant tout et quand même si on est capable, et donc si on a les bons réflexes, les bonnes postures, les bonnes attitudes, pour faire émerger et faire grandir ce qu'une équipe, enfin un individu dans ses collaborateurs et pris collectivement une équipe, est capable de produire. Et ça, je trouve que c'est ce que sont dans les grandes organisations publiques et privées, on ne sait pas forcément nativement le mieux faire,
Et je reconnais que côté fonction publique, malgré, j'espère pour y revenir, d'immenses progrès que j'ai vécu moi-même, donc je peux en témoigner sur ces sujets-là, je pense qu'on a quand même, pour être très franc, dans la fonction publique, peut-être encore un petit peu plus de chemin à parcourir, et que certaines pratiques ou certains usages qui sont au cœur de la formation au continu à travers des écoles de management de grands groupes privés, on n'y est pas encore tout à fait dans le secteur public. Et je ne dis pas ça à nouveau, je termine là-dessus, Yacine, pour dire qu'il faut, pardon cher ami, copier le secteur privé. Ce n'est pas ça le sujet. C'est que, au-delà de nos singularités, de notre caractère propre, il y a quand même des invariants. Et les invariants, je dis à nouveau, ce sont des collectifs de travail. Et là, en la matière, les pratiques professionnelles qui font grandir chacune et chacun, c'est quand même absolument essentiel. Voilà. Donc ce serait ça mon résumé il y a d'autres domaines, mais si je dois un vœu, c'est celui-ci. Merci beaucoup, Monsieur Penny. Et justement, ça fait le lien avec justement Madame Blandine Thibault-Biaka, puisque vous parlez justement du levier managérial et de le fait de rendre indispensable une formation qui est axée sur le management pour justement faire grandir les équipes. J'imagine que dans le secteur privé, Madame Thibault-Biaka, vous avez d'ores et déjà mis en place ce type de formation qui existe déjà dans le public, mais qui sont renforcées dans le secteur privé. Alors, merci pour votre invitation. D'abord, je suis honorée de prendre la parole sur ce sujet qui est un sujet très complexe en réalité. Et avant la formation, je dirais que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire le leadership, et on va parler de leadership parce qu'à L'Oréal, on parle de leadership. Le management est une dimension du leadership, mais on parle de leadership de façon générale. Alors, c'est d'abord un état d'esprit. Et c'est aussi un terreau. Il faut un terreau culturel pour fertiliser cet état d'esprit. Et puis, sans doute aussi, plus que dans les autres matières, dans les autres formations, ce sont les qualités individuelles qui vont faire la différence. Donc, tout repose sur la méritocratie aussi du modèle. Alors, pour réussir, il y a un solvant. Vous voyez, moi, je viens de la physico-chimie, donc au fond, on a un moyen moteur et on a un solvant. Et le solvant, pour rendre le leadership tout à fait exemplaire, c'est deux choses. C'est la stabilité, et je ne fais pas de provocation aujourd'hui, la stabilité. Nous avons 117 ans d'histoire, nous avons eu 6 directeurs généraux. La stabilité, et c'est contre-intuitif, la stabilité, ça vous donne de l'audace. Ça vous donne de l'audace pour aller plus loin, et ça vous donne de l'audace pour transformer un modèle un peu vieillissant. Donc c'est absolument les deux jambes du leadership. Alors quand on parle de L'Oréal, je dois aussi vous traduire quelques traits culturels qui sont absolument importants pour comprendre le leadership à L'Oréal, parce qu'en réalité, le leadership, il est on the job. Il n'est pas tant dans des actions de formation. Bien sûr, il y a des grands programmes inspirants de leadership, mais il est surtout on the job. Alors la première chose qui est très importante, c'est que pour un leader, il n'y a pas de définition de poste chez nous. Et un leader, il fait son poste à sa mesure. C'est-à-dire un leader, il doit pouvoir contracter un poste, il pense que dans le moment qui est le sien, il faut être focus, où il peut repousser les frontières un tout petit peu de ses missions, et c'est la plasticité de l'organisation qui va jouer. Je vous donne un exemple. J'ai un talent scientifique chinois, exceptionnel, qui maîtrise l'intelligence artificielle, la data avec la physico-chimie, quelque chose, une vraie dinguerie. Il faut qu'il ait une exposition internationale. Il n'est pas mobile. Que va-t-on faire ? On va réfléchir à transférer la gouvernance de son département, du département qui est localisé en France, vers la Chine, le temps du mandat. Vous voyez, c'est extrêmement important de pouvoir, au fond, donner les moyens à nos leaders, quels qu'ils soient, parce que je rappelle que L'Oréal, c'est 90 000 collaborateurs et c'est 150 pays. Et cette agilité interculturelle, elle est absolument déterminante. La plasticité de l'organisation pour, au fond, rendre et faire advenir un vrai leader. La deuxième chose, c'est très important, et je crois que la précédente table ronde l'a exprimé, c'est l'obsession du consommateur. Normalement, vous devriez avoir, je pense, et vous l'avez, l'obsession de l'usager, et pour ma part, la transposition de l'obsession du consommateur, c'est l'obsession de mon collaborateur. Et donc l'obsession du leader que je dois former, développer, et je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne vois pas un leader, en tout cas dans mon écurie, puisque aussi bien chaque DRH a son écurie de leaders à développer et à promouvoir. Et ça, c'est très important, parce qu'au fond, un leader, il doit ressembler aussi à un consommateur, et le consommateur, par définition, il est intergénérationnel, il est cross-culturel.
il a des backgrounds différents. Et donc un leader, il peut avoir un état d'esprit, l'état d'esprit qu'on veut lui, sur lequel on va le former, et qui est un état d'esprit que j'ai précisé tout à l'heure. Mais c'est surtout, il n'y a pas de style de leadership. Il faut accepter plusieurs styles de leadership, surtout dans un environnement très, très universel et très global. La troisième chose, c'est un trait culturel de développement de nos leaders, c'est ce qu'on appelle l'esprit de bivouac. L'esprit de bivouac. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On n'apprend pas dans un bureau. Un leader n'apprend pas dans un bureau. Il va sur le terrain, il va à la rencontre de son consommateur, il va à la rencontre de son collaborateur, il va visiter les usines, il va dans les centrales d'expédition, il va dans les laboratoires, il va surtout comprendre son consommateur. Je vous donne un exemple. J'ai été DRH de la division des produits professionnels, la division historique. J'ai passé mon CAP de coiffure. Juste pour comprendre mon client. Juste pour comprendre, au fond, le produit, la technicité du produit, le savoir-faire, le geste professionnel. Il fallait, et je ne suis pas la seule, hein, chacun d'entre nous, au Mancom de la division qui rentrait, passait son CAP de coiffure. Tout ça, c'est très important parce qu'au fond, ça évite la décorrélation entre, finalement, une vie parfois très intellectuelle, très cérébrale, et la nécessité finalement, parce que ce qui nous caractérise, c'est le saisir ce qui commence, c'est le quatrième aussi très, très culturel de L'Oréal, c'est au fond pousser son intuition parce qu'on connaît son collaborateur, bien sûr, mais on connaît surtout son consommateur, on va pousser sa créativité jusqu'à faire advenir des idées et les transformer en innovation. Et ça, c'est extrêmement important, et pour un leader, pour nous, le moteur de performance du leadership, c'est de l'exploration, savoir pousser des avenues, aller à la conquête, esprit pionnier, c'est l'innovation, comme je vous l'ai indiqué, et c'est aussi la transformation. Et la transformation, c'est le plus difficile. Parce que la transformation, c'est quoi ? C'est pas prédire le futur, c'est créer le futur. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Bien sûr, on va avoir des leaders qui vont travailler la simplification, c'est nécessaire. Bien sûr, on va avoir des leaders qui vont travailler l'adaptation, c'est nécessaire. Bien sûr, on va avoir des leaders qui vont travailler l'agilité, c'est nécessaire. Il faut avoir un leadership transformatif et adaptatif. Mais transformer, c'est créer le futur. Et créer le futur, ce n'est pas un présent augmenté par des datas du passé, c'est pas une mauvaise fiction, c'est créer le besoin de nos consommateurs pour l'avenir. Et ça, c'est le plus difficile. Alors, comment on s'y prend pour identifier et former nos leaders ? Voilà les leviers, les quelques leviers que je vais rapidement exposer. Le premier, c'est penser l'équipe. Si l'équipe est robuste, alors on peut vraiment faire des paris avec un jeune leader qui connaît moins, qui a moins le background technique que l'équipe. Mais l'équipe, c'est la magie. C'est que c'est un leader, c'est qu'il est transformant, c'est qu'il est questionnant, et donc ils vont tout faire pour le développer. Donc ça se passe comme ça. Quand vous avez une équipe qui n'est pas totalement robuste, qui est un peu jeune, qui est immature un tout petit peu, mais qui est très entrepreneuriale, alors on va mettre quelqu'un de très expérimenté parce que lui saura aussi creuser le sillon, mettre les fondations, et il sera très utile dans ce moment-là. Donc vous voyez, plus vous prenez de l'âge et plus vous prenez l'expérience, vous quittez vos bureaux un peu feutrés et vous revenez sur le terrain. Ça, c'est la première dimension. C'est extrêmement important, et on prend aussi en compte la diversité de nos équipes. Parce que moi, en tant que RH, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois veiller aussi à ce que mes équipes ne soient pas trop homogènes. Si elles sont trop homogènes, on sait que c'est la standardisation à venir, ou en tout cas une standardisation sans doute qui est un tu innovation, pour dire vrai. Et c'est pour ça que sur chaque plan de succession, et c'est important aussi peut-être de le souligner, parce que c'est une grande humilité de nos leaders, on va faire des propositions, 3/4 de la proposition va venir aussi d'un pipeline interne, mais 25% vont venir aussi d'un pipeline externe. Donc même si on est leader, même si moi je reçois 2 millions de candidatures par an, vous voyez, je suis toujours en train de scouter le marché, il y a toujours un état d'esprit de challenger et un esprit de vigilance à avoir. Et ça, le leader, il a en permanence chevillé cet esprit un peu de leader, de vigilance, cette saine inquiétude, pour lui permettre aussi toujours d'enrichir ses équipes avec la diversité nécessaire pour pouvoir innover. Donc c'est extrêmement important. Alors la deuxième chose, bien sûr, ça va être la prise de risque.
On va aller très vite, on va confier des responsabilités très tôt à nos leaders identifiés, nos rising leaders. Et puis surtout, je voudrais insister là-dessus, c'est le pas de côté. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde qui se complexifie, vous l'avez très bien traduit, au fond, pour être un leader demain, aguerri, robuste, il va falloir faire des pas de côté. C'est-à-dire il est inenvisageable qu'un patron demain n'ait pas conduit un grand projet de transformation transversale. Il n'est pas envisageable qu'il ait acquis l'intelligence, enfin en tout cas qu'il ne sache pas parler l'intelligence artificielle et ne soit pas équipé sur des dimensions techniques comme la data. C'est alors même que son background est peut-être un background business. Donc ça c'est extrêmement important et l'hybridation est absolument clé dans notre modèle et dans notre démarche. Et je terminerai aussi par un élément pour nous très important. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est le droit à l'erreur. Et c'est absolument clé. Dans ce moment où on va devoir aussi les stretcher, nos leaders, leur demander aussi l'impossible, leur demander aussi d'apprendre des métiers qui sortent de leur champ, leur corridor d'expertise, il faut accepter l'erreur. Et nous, en tant que RH, on doit être vraiment les garants de l'organisation, amener l'organisation à se souvenir aussi qu'un leader peut commettre des erreurs, pas des grands baobabs qu'on va aussi qui vont nous sauter à la figure, mais c'est extrêmement important de prendre aussi cette conscience et d'accepter aussi ce droit à l'erreur de la part de nos leaders. Et donc vous voyez, au fond, c'est un apprentissage plutôt on the job. Bien sûr qu'on a des séminaires, bien sûr qu'on a des grands programmes de leadership, mais avant toute chose, c'est cet apprentissage tout au long de la vie. C'est une espèce de patine, vous voyez, c'est une espèce de couche qui va donner d'épaisseur à un grand leader demain. Merci beaucoup, madame. Je me tourne maintenant vers Benjamin Regnault. Justement, on parlait du fait que pour être un bon leader, il fallait aussi connaître l'expertise des équipes dont on a la charge. Madame Blandine Timobiakab disait qu'elle avait passé un CAP. Est-ce qu'à la ville de Paris, en termes de formation des cadres dirigeants et en termes de formation sur le leadership, il existe aussi des immersions terrain qui permettent, par exemple, de mieux connaître les fonctions techniques qui sont occupées par les collaborateurs ou pas? Plus largement, quelle est votre vision de la formation des cadres supérieurs et dirigeants et du leadership? Merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être parmi vous. Je me permets juste, peut-être en contrepoint, d'interroger un présupposé ici, c'est cette centralité de la dimension managériale. Si je regarde ma promotion de l'ENA, ça fait quelque temps, mais plus de la moitié des postes en sortie de l'ENA, ils étaient sans dimension managériale. C'était des postes encore de contrôle, c'était des postes OTA, c'était des postes d'expertise, et puis il y avait des postes à dimension managériale. Tout ça pour dire que il me semble que dans les cadres supérieurs de toutes les grandes organisations, on a évidemment besoin de leaders, de managers, mais n'oublions pas cette dimension aussi où tout le monde n'est pas manager et que des très bons experts, on en a besoin. On en a besoin des très bons experts juniors, on en a besoin en milieu de carrière, on en a besoin aussi en fin de carrière. Et donc, je dis cela pour ne pas placer, et je reviendrai après sur ce que vous avez indiqué sur les mécanismes de formation et de détection, notamment à la ville de Paris. Ce qui me semble important, c'est de ne pas placer les gens en situation d'échec. Et comme cette compétence managériale est peut-être la plus difficile à évaluer ex ante, en tout cas, c'est pas écrit sur la tête et on ne met pas de note à la fin d'un exercice de management de manière aussi simple que dans un exercice d'expertise. On voit bien qu'on a absolument besoin, dans l'allocation des ressources humaines, que ce soit en début de carrière, en milieu de carrière ou en fin de carrière, d'être vigilant à évaluer. On a des individualités qui vont plus s'épanouir naturellement dans le champ de l'expertise et d'autres qui vont s'épanouir plus dans le champ du management. Ça ne veut pas dire que c'est pas blanc ou noir, et ça peut évoluer. Mais prenons garde à cela, et notamment dans nos mécaniques de sélection, et les écoles de la fonction publique sont orientées sur la formation, mais beaucoup orientées sur la sélection quand même. On peut se retrouver dans des situations où des gens qui manifestement ont une dimension managériale, un potentiel managérial fort, vont se retrouver in fine en situation d'expertise, versus quelqu'un qui a plus de difficultés avec le potentiel managérial va se retrouver projeté tout jeune, chef de bureau, avec des équipes à gérer. Une fois qu'on a dit cela, et c'est vrai à la ville de Paris, alors la ville de Paris, elle a ça d'intéressant, c'est que de par son échelle, elle a une gamme d'interventions. Parce que pareil, le management, c'est pas pareil du management de col bleu. Moi, j'étais avant patron de la direction de la propreté et de l'eau, c'est 5000 éboueurs.
c'est pas du tout le même management que du management de col blanc de type catégorie A ou A+. Je crois que la clé, c'est et pour le coup, les entreprises privées le font peut-être plus que ne le fait le public, c'est ce schéma permanent de talent management et de détection de potentiel. J'étais précédemment, moi, avant la ville de Paris, DRH de la SNCF. Si je prends le temps RH passé à la détection de potentiel, au people review, par rapport au temps RH passé dans la fonction publique à ces questions-là, c'est sans commune mesure. Et c'est à cette occasion-là qu'on peut détecter celles et ceux qui, à l'occasion, par exemple, un profil expert qui, à l'occasion d'un portage de projet, dans le cadre de ce projet, va réussir à fédérer autour de lui. Et là, on détecte qu'il a un potentiel managérial extrêmement important. Et ensuite, moi, je crois beaucoup à la valorisation de l'expérience. À un moment, le management, il faut sauter. Faut sauter dans la piscine. Vous l'avez dit, vous parlez du bivouac, mais il faut évidemment pas projeter les gens dans des univers dans lesquels ils ont des chances de ne pas réussir. Mais en revanche, il faut dire, bah voilà, tu vas, dans le cadre de ton parcours, tu vas avoir une expérience managériale et ça va être un peu un test. Et on va voir ensemble si ça se passe bien, ce sera super et tu poursuivras. Si ça se passe pas bien, c'est pas forcément grave. C'est juste que c'est pas forcément ton truc. Si je prends le cas de la SNCF, par exemple, le test ultime à la SNCF, c'était vous voulez devenir 4 dirigeants à la SNCF, c'est directeur d'établissement. Directeur d'établissement, vous gérez 400 hommes et femmes chargés d'un métier. Si vous réussissez ce boulot-là, au passage, vous réussirez partout. Et anecdote qui moi, je trouve intéressante, j'ai fait quelques pots de départ de 4 dirigeants à la retraite. Tous, quand ils évoquaient l'expérience la plus marquante qu'ils aient eue, c'était toujours leur poste de directeur d'établissement. Par contre, je le disais, il ne faut pas projeter les gens sans accompagnement. Et pour moi, l'accompagnement, c'est par le haut et par le bas. Ça veut dire quoi ça ? Par le haut, c'est évidemment la fonction RH et cette capacité à faire l'évaluation. Il ne s'agit pas simplement, on a l'habitude, on sélectionne les gens, puis après on voit ce qui se passe une fois que les problèmes arrivent. Il faut suivre, et ça il faut le faire, réussir à voir est-ce que la prise de poste est réussie ou pas. Et puis, puisqu'on évalue le management, il faut le regarder manager. Ça me paraît être la clé. Et le 360 degrés, la capacité à se dire que celles et ceux qui étaient là avant peuvent avoir une vision de la manière dont celui qui vient d'arriver les encadre est central. Et c'est d'autant plus fort dans le champ de la fonction publique où on peut avoir, et moi je me rappelle que j'ai été tout jeune chef de bureau, je suis arrivé dans mon bureau, il y avait des gens qui étaient dans mon bureau d'avant ma naissance. C'est hyper important de se dire que le regard que portent ces gens-là sur le nouvel arrivant qui n'a jamais managé, il faut l'entendre. C'est subjectif tout ça. Donc il n'y a pas de vérité révélée du management et du leadership. Et ça, il me semble que c'est des choses sur lesquelles on peut construire vraiment, non pas tant de la formation qu'un mécanisme d'itération permanente entre ce que pense l'écosystème RH et hiérarchique et puis l'écosystème des managers. Et puis, il faut diversifier les expériences. Voilà. Moi, je crois que plus on a des parcours à interfaces multiples, ça, j'y crois beaucoup. Vous avez des postes avec peu d'interfaces sur l'écosystème qui l'entoure. Vous allez avoir le chef et le N-1. Vous avez des postes avec beaucoup d'interfaces sur tout un écosystème. Ces postes-là sont des bons postes pour détecter celles et ceux qui, dans cet écosystème complexe, vont s'épanouir et après faire des sauts et des pas de côté. Tout ça pour dire, si je devais résumer, c'est que, tout le monde n'a pas à devenir le manager du siècle et ça ne sera pas rater sa carrière et c'est pas très grave. Que 2, il y a des contextes dans lesquels on peut se révéler à n'importe quel moment de la carrière. Mais 3, il faut avoir ces espaces dans lesquels il y a un peu des passages obligés où on va gérer des équipes à taille raisonnable. Et puis, le droit à l'échec, c'est dire si ça se passe bien, ça voudra dire que tu as validé ton sésame. Si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas forcément grave. Et c'est peut-être soit le contexte humain, soit, on va dire, ton orientation plutôt sur un monde de l'expertise. Et encore une fois, je le redis, vous avez dit on a besoin de diversité, on a besoin de leaders, mais quand il n'y a que des leaders, ils se bouffent entre eux. Donc on a besoin de leaders et d'experts. Donc moi, c'est ce que je dirais sur ce premier temps de prise de parole.
Je reviens à ce que vous avez dit sur la détection des potentiels, tous, qui semble un élément crucial. Comment aujourd'hui des écoles de formation du service public, notamment l'INSP, peut réussir à mieux détecter ces potentiels? Il y a déjà eu des réformes, notamment dans le cadre de la sélection au concours d'entrée, qui essayent de permettre de détecter ces potentiels. Mais comment on pourrait aujourd'hui mieux les détecter, que ce soit à l'entrée ou en cours de scolarité? Est-ce que vous avez des idées, Monsieur Pény? Alors, je reviens un court instant, c'est pas pour caser mon anecdote, mais après tout, ça fait autant d'exemples concrets pour tout le monde. Moi-même, quand j'ai été DRH de la RATP, alors je précise que j'ai fait ce choix quand j'ai quitté la DGFP. Je fais exprès de le dire, pour dire qu'à ce moment-là, pardon cher Marcel, on aurait pu dire que mon destin naturel, c'était d'aller au Conseil d'État, et j'ai dit non, il faut encore que j'apprenne le terrain. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait le choix d'aller... diriger la RATP. Alors donc effectivement moi, mais je suis parti avant de l'avoir réussi, donc c'est un regret par contre pour moi, c'est que j'avais prévu faire ma formation de conducteur de métro, parce que pour les raisons que vous avez excellemment, j'ai rien de plus à dire que ce que vous avez dit. Alors c'est une manière de dire que là c'est pas des postures pour faire joli, c'est à un moment donné il y a une espèce d'aller-venu en permanence qu'il faut qu'on vive tous d'une manière ou d'une autre, quels que soient les types d'expériences. Alors je reviens ensuite, mais sans perdre de vue votre question Yacine, sur la question de la centralité que je donnais au management, qui est pas de malentendu. C'est pas au sens, il faut qu'on soit manager par opposition aux experts. Mais c'est qu'à un moment donné, on est nécessairement dans nos carrières, et notamment en tant que cadre dirigeant, amené à. Voilà. Et y compris quand on est hyper expert. Un hyper expert est aussi amené, un très grand sachant dans une administration, d'une institution, va être amené de toute façon à manager. Pourquoi? Parce qu'il a les relations avec ses pairs, avec la hiérarchie, avec ceux avec lesquels il va travailler. Et donc là aussi, les comportements et les pratiques qu'on va activer, si je puis dire, pour moi, sont de même nature. Et c'est un travail permanent de dire qu'est-ce que je peux amener à l'autre, qu'est-ce que je peux tirer de l'autre, ça se soit culturellement ancré. C'est ça que je mets aussi sous la notion de management. Après, malgré tout, il n'en demeure pas moins que, je retrouve avec bonheur les petits jeunes qu'on avait ce matin dans les tables rondes. Pour beaucoup d'entre vous, à un moment donné, tout de suite ou plus tard, vous serez amené à diriger des équipes sur un projet de manière fonctionnelle ou de manière hiérarchique. Ce sont des nuances, ça, pour le coup. Et quelque part, c'est là où il faut donner le meilleur de son talent. Et le meilleur de son talent, je le dis à nouveau, c'est parce qu'on a un résultat à produire. Et le résultat, vous l'avez dit vous-même, madame, vous l'avez dit, ça a été dit ce matin, c'est le service. Alors moi, je dirais, je substituerai au mot client, mais c'est une question de vocabulaire. L'usager, hein, ça a été dit dès votre première table ronde, je vous retrouve au premier rang, sur l'obsession du dernier kilomètre, l'obsession du rendu du service au public. Voilà. Et pour y arriver, voilà, il faut rendre les systèmes performants. Et pour que les systèmes soient performants pour cette destination de service public, il faut que les acteurs qui sont du côté du service soient eux-mêmes bien managés ou bons managers ou les deux. Voilà, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, c'est la création de valeur que chacun apporte. Il peut y avoir un environnement qui détourne et qui étouffe la création de valeur et un environnement contraire qui le suscite. C'est ça que je mets sous le cas de management. Voilà. Et donc je pense que, à nouveau, une école de cadre, au sens très large du terme, que ce soit en initiale, en formation initiale, en formation d'application, doit avoir constamment comme colonne vertébrale, est-ce que j'aide par la formation que j'apporte, par les apprentissages, par les mises en situation professionnelle. Je dirais un tout petit mot sur le dialogue incessant qu'il faut avoir avec la fonction RH dans les administrations ou dans les organisations. Bon, est-ce que ce qu'on apprend à faire ensemble, entre guillemets, à l'école, c'est là où je le dis à nouveau, c'est cet art d'essayer de sortir de nous le meilleur. Que le système nous permette à nous, individus, de sortir le meilleur. Et donc, prenez un miroir. Un manager, il faut qu'il ait un miroir dans sa poche. C'est une image que certains m'ont déjà entendu employer. Il faut constamment se dire que quand on se met face à son miroir, ce qu'on attend pour soi, il y a à peu près 9 chances sur 10 que c'est exactement ce qu'attendent les collaborateurs ou les collègues avec lesquels on bosse. C'est-à-dire qu'on exige pour soi-même du respect, faites-moi confiance, donnez-moi l'autonomie, permettez-moi d'agir, d'avoir l'initiative, et donc donnez-moi les moyens de le faire, pas les moyens au sens matériel, c'est-à-dire laissez-moi la latitude, droit à l'échec inclus, d'y aller. Dites-vous, c'est pas compliqué, hein, leçon management, ça dure 5 minutes. Dites-vous que vos collaborateurs, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous-même, par votre pratique personnelle, vous créez les conditions pour qu'il y ait cet engagement-là? Et donc, comme les pratiques, comme tout le reste, c'est plus ou moins inné, c'est plus ou moins natif, c'est plus ou moins... on fait ce qu'on peut. Bon, mais l'apprentissage, ça sert à ça. Ça sert à
détecter, enfin, comment dire, révéler ses besoins pour ceux qui, naturellement, n'y songeraient pas. Ça arrive, bon, voilà. Bon. Et puis, chez ceux qui le sentiraient, mais qui sont encore un peu maladroits ou un peu néophytes, on les aide à performer. Et c'est pas qu'une question, effectivement, d'outils de recettes, mais il y a quand même, malgré tout, des pratiques dont je confirme, pour les avoir un peu vécues des deux côtés, qu'elles sont universelles. Public-privé, même combat. L'art et la manière de faire grandir quelqu'un, c'est pas lié au statut, pour le coup. Ça, c'est indifférent au statut. Voilà, bon. Ce qui va déterminer, pour le statut, c'est la finalité, service public, on l'évoquait ce matin, ou l'environnement dans lequel on exerce cette mission de service public. Mais les ressorts profonds, au plan RH, qu'on les appelle leadership, qu'on les appelle management, qu'on les appelle capacité à faire et à faire grandir, eux sont assez universels. Et c'est là où on a, merci pour la table ronde, on a une richesse incroyable d'échanges à avoir. Et là, en tout bien, tout honneur, on n'est pas en train de faire un match entreprise contre administration. On a à partager des savoir-faire, plus ou moins, des expériences plus ou moins profondes. Alors c'est vrai, je le dis comme vous l'avez dit vous-même, hein, je le redis, incontestablement, les grandes entreprises privées ont probablement quand même, disons-le, une longueur d'avance. Je termine sur, et je rebondis sur ce qu'a dit Benjamin, c'est pas la formation dans son coin qui fait ce genre de choses, pour être très franc. C'est une pratique constante au sein de l'entreprise ou de l'administration. Et donc, effectivement, c'est ce qui fait la grandeur et l'incroyable difficulté de la fonction RH. C'est vrai que c'est ça notre cœur de métier, nous les DRH, c'est de faire ça. Bon. Et qu'on devrait passer, et Benjamin, je ne peux que souscrire, vous avez dit, nous ne passons pas encore aujourd'hui assez de temps les administrations à faire ça. Voilà, c'est-à-dire que, dit de manière très simple, alors surtout s'il y a des partenaires sociaux qui sont là, qui ne s'offusquent pas de mon propos, c'est qu'on passe un peu moins de temps à faire uniquement du réglage statutaire, ça c'est le corpus référentiel, mais par contre beaucoup plus de temps et d'énergie, l'énergie en tout cas, à faire effectivement des processus, et ça vaut à tous les niveaux, qui sont d'évaluer les gens, non pas des noter, mais des évaluer, de ne pas confondre l'évaluation annuelle qu'on fait sur les résultats ou sur le rendu de l'année, mais plus en profondeur, de manière périodique, des travaux beaucoup plus approfondis d'évaluation de ce qu'on a, ce qu'on peut faire, ce vers quoi on pourrait évoluer, de faire des revues de carrière, de faire des plans de succession, quels que soient les noms qu'on leur donne. C'est en clair un travail sur les gens, avec les gens, qu'on fait en collégial. C'est jamais un DRH tout seul qui fait ça, c'est aussi ça l'intérêt, et où on croise des regards sur, à un moment donné, et au fur et à mesure qu'il avance, sur où en est un collaborateur, où en est un agent, et donc vers quoi on pourrait l'accompagner, vers quoi on pourrait le projeter, comment on peut répondre à sa propre aspiration. Et c'est à ce moment-là que se fait le dialogue avec la formation. C'est pas de la formation, on dit, tiens, il faut faire ces heures de formation, on y va. Ça rime à rien. Était employé ce matin l'image du catalogue de la Redoute. Bon, là, c'est pas effectivement un catalogue sur lequel on prend pour avoir fait son contingent de formation. Bon. Mais il faut que ce soit un dialogue permanent entre l'agent qui lui-même détermine des besoins et qu'on aide à identifier ces besoins, et un appareil de formation qui, tout au long de la carrière, se met en situation effectivement de dire on va vous aider, vous accompagner dans un développement d'un champ de compétences données. Voilà, bon. Et le miroir en permanence avec le management en tant que levier d'appréhension et d'accompagnement du néologie, du grandissement des compétences. Voilà. Et l'appareil de formation, il doit servir à ça. Après, on aura probablement l'occasion de revenir sur d'autres dimensions qui ne sont absolument pas absentes de tout cela. C'est le fait qu'on s'est évoqué ce matin, hein, les grands enjeux sur la transition numérique, sur la transition démographique, sur la transition sociétale, sur la transition environnementale, doivent être aussi des champs d'actions de formation qui sont au cœur désormais des missions d'instituts comme celui qui nous accueille cet après-midi. Mais c'est pas l'un à la place de l'autre pour le coup. Mais on commençait par un bout qui était celui du management. C'est pas pour exclure les autres, bien évidemment. Merci Monsieur Penny. Et justement, en matière de management, à un moment, ça sert aussi à embarquer les équipes, vous l'avez tous dit, et c'est un levier de performance. Comment aujourd'hui, dans l'administration notamment, on reproche parfois à l'administration de fonctionner en silo, de fonctionner parfois même en vase clos. Comment aujourd'hui, en tant que manager, on réussit à mieux embarquer les équipes? Comment justement on réalise ce travail de jeu de miroir quand on est manager soi-même ou qu'on aspire à l'être, à embarquer les équipes pour mieux innover, pour piloter les projets face aux défis dont vous parliez tout à l'heure, de transition numérique, de transition démographique, puisque c'est un enjeu essentiel de performance. Il me semble déjà que dans le champ public, il y a un actif qui est extrêmement précieux, c'est la question du sens. On n'arrête pas de dire que la jeune génération, elle cherche du sens, elle veut des jobs avec du sens. Bon, l'avantage, c'est que dans le champ public, à supposer qu'on veuille bien voir, on peut trouver de la transcendance dans tous les métiers réalisés,
autour de cette volonté d'améliorer les choses, d'une capacité de transformation de la société. Enfin, là, pour le coup, on peut y aller un peu sur le fait d'aller chercher loin dans les ressorts. Et voilà, les gens, ils ont rejoint la fonction publique, c'est parce qu'ils ont une vision de l'envie de participer d'un projet qui est plus grand qu'eux. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le nier, il faut le cultiver, tout en disant que, évidemment, chacun le fait à sa place. Le deuxième élément, et ça, les entreprises le font beaucoup aussi, c'est créer de l'affectio societatis. C'est créer du sentiment d'appartenance. Pour le coup, trans-hiérarchie, trans-corps, voilà, créer le fait qu'il y a une équipe ministère du Travail, il y a une équipe préfecture, il y a une équipe tel opérateur, avec des valeurs partagées, des projets communs, une capacité à célébrer. Moi, je suis très frappé, typiquement. Je trouve que dans le champ de la fonction publique, je suis toujours j'essaye de faire le contrepoint, notre difficulté à célébrer les réussites. Les entreprises, certaines sont caricaturales à ce niveau-là parce que leur vie a distribué des awards, le meilleur machin de l'année, la remise des prix, le trophée du leadership, patati patata. Pour le coup, la fonction publique le fait extrêmement peu. Vraiment est extrêmement pudique. Va être de l'initiative propre d'un sous-directeur que de dire le projet de loi a été voté, on va faire un pot et réunir tout le monde, de celui qui a imprimé les liasses d'amendements à celui et celle qui était au Conseil d'État à défendre le texte qui se faisait détricoter. Je pense que cette dimension célébration, pour l'engagement, elle est très importante pour embarquer les équipes. Et puis ensuite, il me semble que la question de l'accompagnement de la mobilité, comment, face à l'océan des opportunités, parce que le drame un peu de nos univers, c'est que finalement les opportunités sont tellement grandes qu'elles sont difficiles à saisir, à visualiser pour les... comment on est en capacité, lorsque quelqu'un soit a très bien réussi, soit au contraire a connu une difficulté professionnelle, à faire de la mobilité une vraie opportunité et pas quelque chose qui se pose parce que soit on est poussé dehors, soit ça fait quand même longtemps qu'on est dans son poste. Et ça, cette dimension-là, il me semble qu'il faut absolument qu'on arrive à la développer plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, en faisant de la mobilité proactive et pas de la mobilité subie. En gros, on ne doit pas parler de la forme... On doit construire un projet professionnel et derrière on met la formation. C'est ce que vous indiquiez en disant aujourd'hui, fais une formation. Comme ça tu verras et ça va te donner des guides. Ben non, peut-être qu'il faut passer du temps à dire, mais en fait, dans 10 ans, tu te vois où toi ? C'est quoi tu voudrais faire quoi dans 10 ans ? Et ben, du coup, c'est quoi le chemin qui te sépare de cet horizon-là ? Ah ben, du coup, c'est un poste à dimension managériale, tu n'en as pas fait, c'est gros ce que tu me dis, mais commençons petit. Et est-ce que tu as pensé à ça avec le pas de côté ? Et cette dimension proactive dans la mobilité, évidemment, je pense qu'elle est très compliquée à faire à l'échelle globale, État, parce que c'est trop gros. Mais si je prends une collectivité comme la ville de Paris, c'est un de nos défis. C'est dire à quelqu'un, bah voilà, tu es rentré dans le champ social, tu as fait un peu de budget, va faire un peu de fonction support, parce que de ce que tu me dis, tu n'as pas encore vu cet horizon-là, et pour ce que tu veux faire après, ça te sera utile. Mais ça, j'y reviens et je souscris à 100%. Il faut une fonction RH puissante, quoi. On va tourner autour de ça, mais une fonction RH puissante qui est en capacité de ne pas être simplement dans la gestion des processus et la régularité des processus, mais qui a prise sur les femmes et les hommes. Prise pas au sens décisionnel, mais au sens d'un accompagnement où on connaît vraiment les gens, on ne connaît pas nécessairement leur place dans la grille indiciaire. Ce n'est pas le plus important, surtout au bout de quelques années. Et peut-être ce dernier point, il me semble que les 10 premières années, elles sont quand même clés, quoi. Parce que les gens vont rester 40 ans. On n'a pas le droit de rater des gens qui, après, pendant 30 ans, vont être malheureux, quoi. Il n'y a rien de pire qu'avoir des gens malheureux au travail. Et donc, ces 10 premières années pour dire, le cas échéant, bah là, ça n'a pas marché, il faut faire complètement autre chose, me semble clé, quoi. Et ça, c'est un courage qui n'est pas facile à avoir, mais il me semble qu'on rend service à tout le monde. On rend service à l'institution, évidemment, mais on rend surtout service à la personne. Et ça, il faut mettre un investissement RH très très lourd sur ces 10 premières années. Je dis 10 et 8 ou 12, hein, c'est pas ça le sujet. Mais en tout cas, bien regarder ce momentum-là. Non, je vais compléter. La première chose, c'est la raison d'être.
Le sense of purpose, alors chez L'Oréal, c'est la beauté qui fait avancer le monde, mais c'est important aussi de fédérer tout un collectif autour d'un purpose, d'une raison d'être, autour au fond de tous nos engagements en termes de développement durable, en termes de reformulation green de nos formules, etc. Donc ça, c'est important. La deuxième chose pour moi, c'est le delayering. Vraiment, c'est sortir de la hiérarchie. Il faut vraiment des structures, je ne dis pas plates, il faut des managers de proximité. Mais on a trop de couches hiérarchiques. Et nos collaborateurs doivent avoir l'impact, doivent avoir l'autonomie, la responsabilité et mesurer l'impact de ce qu'ils font. S'ils contribuent pour 5%, 10% de leur temps, 20% de leur temps à un projet, dont ils n'ont plus ni les tenants, les aboutissants, ça ne peut pas marcher. Et la troisième chose, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est la circularité des parcours. Et nous, en tant qu'RH, on ne peut pas dire non. C'est-à-dire qu'on doit créer des opportunités pour nos collaborateurs, quels qu'ils soient, quel que soit le statut, non cadre, ça n'a pas de sens de dire non à un collaborateur. Donc il faut faire en sorte qu'il ne soit pas contre-emploi, mais il faut lui trouver le job dans lequel il va s'épanouir. Donc ça, c'est notre job. La circularité des parcours et promouvoir aussi les carrières. Juste un... c'est dommage qu'on n'ait pas tout l'après-midi, finalement. Peut-être deux mots complémentaires. Aujourd'hui, on fête les 80 ans de la DGFP, donc ça me permet quand même d'y revenir à propos du rôle de la DGFP. Et je pense que là, on touche quelque chose de vraiment essentiel, c'est que quand on dit... d'un terme un peu convenu que moi-même j'ai utilisé probablement jusqu'à plus soif, la DGFP, DRH Group, au moins pour la partie État. Mais en fait, c'est ça qu'on veut dire. C'est pas la DGFP qui doit dire ce qu'il faut faire comme formation, comme là, mais elle doit incontestablement, comment dire, être un peu une vigie, une force d'impulsion pour que ce soit ça. C'est-à-dire ne serait-ce que le dialogue que la DGFP et ou la dièse, bon, je simplifie de la configuration actuelle avec l'INSP, pardon de le dire, c'est de s'assurer que l'INSP porte pour sa part, pas à la place d'eux, pour sa part, des contenus de formation, à une évolution des apprentissages qu'on y fait en son sein, qui participent directement de cette volonté-là. Donc la GFP, elle a un rôle plus légitime que jamais, en tant que DRH Group, à animer, porter ces collectifs, ces manières de faire, et c'est le collectif des DRH. Enfin, j'allais dire, moi j'ai toujours conçu mon rôle comme ancien DGFP, c'était d'abord d'être, oui, bien sûr, celui qui tient la plume du code de la fonction publique. Bien sûr, il en faut un, comme il y a le directeur général du travail, du code du ministère du travail, pour tenir la plume du code du travail. Essentiel, et je fais ça aujourd'hui au Conseil d'État avec un bonheur infini. Donc je ne suis pas en train de le critiquer, mais en même temps, la moitié du job, c'est le reste. C'est d'être un peu animateur, pas donneur de leçons, pas celui qui d'en haut dit ce qu'il faut faire en bas, mais c'est celui qui, malgré tout, comme dans n'importe quel séminaire de groupe, finalement, anime le collectif et fait partager ça. Et sauf que là, on doit le faire de manière permanente. Voilà. Alors ça me permet, c'était ma deuxième remarque sur la notion de permanence. On a un atout dans la fonction publique, justement, et ça rejoint votre premier propos. Vous disiez, ce qui pour nous évidemment résonne de manière un peu, comment dire, ironique, sur le fait que, sur la longévité des directions générales. Alors nous, on n'a pas ça peut-être au plus haut niveau, bon, mais en revanche, on a un atout, c'est le système de la carrière. Et donc, quelque part, nos agents, nous-mêmes, fonctionnaires, on a cet atout formidable, c'est que, et pour peu qu'on y croit, et que j'ai entendu ce matin des jeunes me rendre très confiants et optimistes sur le fait qu'il y ait bien une d'attachement viscéral à cette raison d'être qui est pour nous le service public dans toutes ses dimensions. Et en plus, on a un système de carrière, non pas qui nous garantit d'être planqué pendant 40 ans, mais qui nous garantit malgré tout, si on fait ce qu'il faut pour, et si on est accompagné pour avoir une capacité mais incroyable, magnifique de projection dans le temps, puisque c'est un système de la carrière, et de projection dans l'espace, vous l'avez évoqué, parce qu'effectivement, il y a 3 versants dans la fonction publique, et donc chaque fonction publique, en quelque sorte, est le plus grand employeur de France, et donc on a un terrain de jeu formidable, avec le paradoxe la mobilité est faible, alors que le terrain de jeu est gigantesque, mais il existe. Et donc, j'allais dire, au moment où on est à fêter des anniversaires, 80 ans de la DGSP et 79 ans de la loi de 46, de dire la solidité de cette raison d'être, d'une part, qui fait qu'on a quelque part, oui, à la réenchanter, mais pas à la réinventer, en revanche. Bon. Et d'autre part, le fait qu'on a tous les atouts d'une certaine
Alors, permanence, oui, enfin en tout cas, durée, si je puis dire, et d'espace devant nous, c'est un atout formidable. Donc on est c'est d'autant plus dommage qu'on ne le cultive pas à fond alors qu'on a nativement cet atout. On n'a pas à inventer comment dire, une fidélisation. Alors, on a les enjeux aujourd'hui de l'attractivité et de la fidélisation, ça a été évoqué ce matin. Bon, mais pour quelqu'un qui comment dire, s'engage dans la carrière, plutôt comme on le disait autrefois, on le dit toujours, le terrain de jeu dans le temps et dans l'espace est par avance très largement à porter. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un atout formidable. Il faut avoir conscience de cet acquis sur lequel on peut fonder aujourd'hui beaucoup de parcours. Merci Monsieur Penny. Je reviens à ce qui a été dit, notamment sur l'attractivité, la fidélisation. Aujourd'hui, ce qu'on peut entendre aussi souvent, notamment chez les jeunes générations, c'est justement, vous en avez parlé aussi, Madame, le fait d'une lourdeur aussi dans l'administration et le fait que justement le management est aussi en fait synonyme de lourdeur. On parlait de la hiérarchie et des échelons hiérarchiques tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un constat qu'on peut faire en discutant avec certains collègues. Alors comment on fait pour justement embarquer les équipes dans des systèmes qui sont considérés parfois comme trop lourds? Est-ce que on parle aussi d'administration agile? Est-ce qu'il faut rendre les administrations plus agiles, des managements plus souples? Mais en même temps, comment on peut manager dans ces cas-là et avoir un pouvoir hiérarchique? Enfin, c'est des questions extrêmement complexes, mais qui, je pense, peuvent intéresser l'audience aussi. Vraiment pas de réponse simple là-dessus. Je pense que déjà, il faut poser le fait que tout grand organisme institutionnel génère des lourdeurs. Public, privé, associatif. Quand on est gros, on génère des lourdeurs. Une fois qu'on a posé ça, il me semble qu'il faut toujours rappeler que les lourdeurs, on les subit, on les transgresse aussi. Et donc il y a vraiment une question de posture, d'expliquer en permanence. Moi, j'ai une phrase que je répète à longueur de codir depuis que je bosse, qui est de dire... Il y a deux postures dans la manière dont on répond à une question. On peut dire « c'est pas possible parce que » nanani nanana, ou « c'est possible si ». Juste ce petit gimmick là, de dire « c'est possible si », c'est un changement de posture par rapport au fait que, bah oui, il y a des lourdeurs, il y a un budget, il y a des normes, il y a des services qui sont parfois alliés, parfois concurrents. Mais cette capacité, et là je reprends votre mot tout à l'heure, je pense que c'est un mot qu'on n'entend pas assez, la notion de création de valeur. À quel moment, par notre travail collectif, on est en situation de créer de la valeur? Eh bien, on est en situation de créer de la valeur quand on trouve des solutions et donc quand on dit c'est possible si. Et donc cette capacité à se valoriser, non pas dans l'expertise qui sert à expliquer ce qu'on ne peut pas faire, mais à rendre possible les choses, me semble être un point de pure posture. Et pour le coup, si je devais faire des formations managériales, je pense que je dirais que ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre du plaisir à trouver des solutions et c'est ça qui justifie qu'on est payé. Et si on fait, et je vous invite à faire l'exercice de votre boîte mail, regardez votre boîte mail, vous verrez qu'il y a une bonne partie des mails où on passe beaucoup d'énergie à dire c'est pas possible parce que plutôt que c'est possible si. Et donc, je reprends le miroir quand je dis ça, c'est pas simplement en regardant les autres, c'est en regardant ce qu'on a envoyé, soi. Et là, pour le coup, c'est vraiment une question de posture managériale. Ça se travaille. Ça se travaille aussi par des contextes. Je trouve que la capacité à apprendre à travailler vite. J'avais un patron qui parlait de quick and dirty et donc il voulait toujours que ça aille vite et qu'on sorte vite un truc, pas parfait mais c'est pas grave, on le sortait vite. Ça, notre mythologie collective de la perfection, parfois elle est un peu inhibante parce qu'il y a 77 000 validations, une différence public-privé moi qui m'a beaucoup marqué, j'ai fait un tout petit tour. Si vous prenez un parapheur dans le champ de l'entreprise et un parapheur dans le champ public, le nombre de visas, vous allez être facteur 3 ou 4. Voilà, ça dit quelque chose, parce que quand on relit un courrier et qu'on sait qu'il y a 7 personnes qui vont le lire derrière, franchement, on ne le lit pas pareil. Moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, je me dis, il y a une faute d'orthographe, il y a quelqu'un qui les verra. Parce que de toute façon, moi, je ne les vois pas. Donc, cette question de créer des momentum dans lesquels on assume collectivement d'aller plus vite, de prendre le risque que ce ne soit pas parfait, mais c'est pas grave, on lance le truc, on en fait l'évaluation rapidement, on le met à la poubelle si ça a marché. Je pense que cette question de la vitesse et aussi une manière de sortir de la linéarité qui, au bout d'un moment, peut créer une forme de désengagement. Donc, de temps en temps, moi, je suis assez partisan de prendre des projets, de dire bah, celui-là, on va le faire totalement différemment, on va le faire très vite, on va le faire de manière totalement
décloisonner, on va pas faire de mails sur ce sujet-là, on va s'en parler pour casser les routines. Voilà, je pense que, mais ça c'est vrai dans tous les univers professionnels, on voit bien que si on est sur des routines professionnelles, à un moment, même les meilleurs se désengagent. Il faut réussir à trouver des espaces dans lesquels on travaille radicalement différemment, dans lesquels, par exemple, on peut aussi, pour le coup, ce qui a été dit sur l'expérience terrain, c'est vrai que passer un temps avec les équipes qui produisent le service public, vous ne revenez pas pareil. Et ça, tout le monde le dira, le manager de 25 ans comme celui de 40, comme celui de 65 ans. Ne serait-ce que sur le vocabulaire, la manière de comprendre les problématiques auxquelles les gens sont confrontés. Et donc ça, par exemple, c'est un choix, hein. Ça s'organise complètement. De dire, bon ben voilà, on dégage le temps pour aller faire un vie ma vie, aller passer du temps sur le terrain. Donc voilà, casser cette routine, parce que la vie professionnelle, elle est longue quand même, hein. Donc il faut réussir à trouver des momentum dans lesquels on travaille un peu différemment. Merci beaucoup. On me rappelle à l'ordre sur le timing. Alors, je vais vous demander à chacun quel est votre mot de la fin sur justement la question de la formation, du fait d'embarquer les équipes et des conseils aussi à destination des élèves fonctionnaires qui se trouvent dans la salle, des agents publics, des hauts fonctionnaires. Voilà. En un seul mot, ayez confiance et croyez en vous, c'est très important. Et pensez à vos équipes, c'est important aussi, oui. Alors, comme j'ai déjà utilisé ma petite image du miroir, pardon, on va répéter quand même, c'est pour ceux, en tant qu'on est un peu paumé, qu'on ne sait plus trop par quel bout le prendre, à nouveau se dire que ce qu'on attend pour soi, à nouveau, ayez le réflexe pour le... C'est un exercice que je fais quasiment toutes les semaines depuis 30 ans, de me poser la question, mettre ça, j'aurais bien voulu, est-ce que j'ai veillé moi-même à ne pas faire l'effet inverse? Et puis je terminerai par une citation, alors dans une autre vie, il y a quelqu'un qui va comprendre pourquoi je le regarde un instant, je citais Thorez, mais qui a dit des très bonnes choses. Mais on l'évoquait ce matin à l'occasion du 79e anniversaire, donc on aura l'occasion de le redire l'année prochaine, mais qui, de mémoire, là pour le coup, joker si ma citation est fausse, mais il avait dit à propos des justement pour faire simple, la formation, le développement des cadres dirigeants, des cadres supérieurs, que tout l'enjeu du nouveau statut, c'était de promouvoir des agents d'une valeur éprouvée, ayant le goût de l'initiative et 2, le sens des responsabilités. Je pense qu'en 3 phrases, plus courtes que tout ce que j'ai pu dire, tout était dit. Après, comme je l'ai dit, il faut réenchanter sans cesse. C'est pour ça que c'est moi aujourd'hui l'enjeu. C'est pas de dire non, on arrête tout ça. Non, c'est de réenchanter ce principe. Mais vous me corrigerez, cher ami, mais je pense que c'est bien ça la citation et je trouve qu'elle dit tout. Et elle le dit encore aujourd'hui. C'est pas facile de passer après ça. Non, je dirais juste que ça va être très cucu ce que je veux dire, mais il y a un droit au plaisir au travail. Voilà. On y passe 5 jours par semaine, voire plus, et que si à un moment il n'y a pas de plaisir dans le travail, à la fois dans ce qu'on ressent soi et dans ce qu'on perçoit des équipes, et rien que le fait de se poser la question de ce que perçoivent les équipes montre qu'on a déjà fait un bout de chemin dans la capacité à se projeter à ce qu'elles ressentent, c'est qu'il y a un problème et que ce problème il ne va pas se régler tout seul. Et que donc il va même empirer en réalité. Et que donc les situations dans lesquelles il n'y a pas de plaisir au travail doivent être des situations non pérennes. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire changer de job, mais ça veut dire qu'il y a une variable qui doit changer. Dans la posture, dans l'équipe, dans la manière de faire. Et que ça, par contre, on le vit... c'est pas linéaire, la vie professionnelle. Il y a des moments où il y a beaucoup de plaisir, il y a des moments où il y en a moins. Il faut juste être en capacité de se dire, là, il y a quelque chose il y a une variable que je dois faire bouger parce que sinon ça va pas se régler tout seul. Et puis après, la vie professionnelle, elle est faite de réussite et puis de choses qui se passent moins bien. Et ça, c'est la vie, mais ça, c'est comme la vie perso d'une certaine manière. Non, je vais désobéir aussi, mais désobéir, c'est aussi un excellent moyen pour aussi faire avancer les choses. Soyez audacieux, vous êtes des cerveaux brillants, on a tous, en tout cas, on a un grand respect, on est émerveillé aussi par, au fond, ce que l'ENA hier et puis l'INSPI produit aujourd'hui. Donc soyez audacieux et prenez votre part à ce monde qui vient, parce que je pense qu'on a besoin de vous. C'est sur ces mots que la table ronde se conclut. Merci à tous. Merci beaucoup.
Alors, je vous... Alors, comme pour les autres tables rondes, un groupe de travail mêlant scénaristes et hauts fonctionnaires s'est penché sur la formation et le management. Cette scénette condense les questions qui ont surgi. La scénariste Pauline Rocafoul, le haut fonctionnaire Hugo Bévor, Conseil d'État, et moi-même, nous assumons un vrai rôle de composition. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Merci beaucoup. Nous sommes en 2045. Cela fait 20 ans qu'a eu lieu cette table ronde qui est restée dans les esprits de tout le monde. Cela fait 100 ans qu'existe l'ENA/l'INSP, devenu ensuite IIG, Institut de l'intérêt général, pas facile à dire, et enfin l'ENAP, École nationale de l'action publique. Mais certains parlent à nouveau de revenir à l'ENA. Voici donc une salle de réunion. Imaginez des projections holographiques de villes et territoires sur les murs, des chaises, pas de table, des écrans invisibles sur pied, le décor est planté. Bienvenue au Haut Commissariat de la transition circulaire, où on va décrire un monde nouveau, oui, on va décrire un monde nouveau, dans lequel les Hauts Commissariats continuent d'exister. Donc bienvenue au Haut Commissariat, où vous allez assister à un ultime entretien avant une prise de poste dans la fonction publique en 2045. Le poste en question, chargé de projet économie circulaire. La mission, s'assurer que tout ce qui est produit en France est réparable, recyclable ou transformable en énergie. Bonjour Yacine, comment allez-vous? Merci Hugo, ça va bien et vous? Écoutez, ça va très bien, enfin, à part la deuxième crise des déchets que nous traversons en Île-de-France. Peut-être pour commencer, j'aimerais bien que vous me parliez de votre immersion sur site. Ça fait 6 mois que vous êtes sur un site et vous m'aviez proposé ça au moment de votre prise de poste. Quel enseignement en tirez-vous? Eh bien, c'était passionnant. J'ai l'impression d'avoir un autre regard maintenant. Vous vous souvenez des stages ouvriers? Alors les stages ouvriers à l'ENA, l'INSP, ce sont des stages sur le terrain. En 2045, ça existe toujours. En mieux. La nouveauté, depuis 2030, un haut fonctionnaire peut y accéder à tout moment de sa carrière, en passant par le programme de formation continue de l'INSP, l'ENAP. Et ça marche, tout le monde veut sa place en stage d'immersion, même les ministres en quête de terrain. T'as pas fait ton stage immersif? T'es nul. Alors racontez-moi, vous en retenez quoi de cette immersion? Eh bien, principalement des rencontres. Je voulais connaître les gens avec qui on va réussir à sortir de cette crise. Je voulais revenir au plus près des citoyens pour les rendre partie prenante du dispositif. Clairement, ça m'a convaincue que ma place était là. Mais j'ai quand même 2 points à discuter avec vous. Allez-y Yacine, vous avez été identifié par les salariés eux-mêmes, justement pour ça, pour nous faire un retour à partir du terrain, sans langue de bois. Alors déjà, la place des indicateurs, notamment dans le tri des déchets. Je ne dis pas que tous les indicateurs sont à mettre à la poubelle, c'est le cas de le dire, mais ça ne peut pas être notre seule boussole. Si on compte seulement les tonnes triées, on oublie l'essentiel. Par exemple, la confiance des citoyens, la capacité des filières à innover, le degré de coopération entre territoires. Les indicateurs, la base en 2025, sont devenus vintage en 2045. La révolution est venue des hauts fonctionnaires eux-mêmes qui, après avoir suivi tout un tas de formations type fresque du climat, ont imposé d'intégrer d'autres éléments dans la visée de leurs objectifs, de voir à plus long terme. Ok, je note. C'est le deuxième point. Eh bien, pour inventer des solutions avec le terrain, on doit pouvoir changer les règles à tout moment. C'est terrible le nombre de normes figées et uniformes dans les procédures. C'est contre-productif. On oublie presque les objectifs qu'on s'est fixés. 2045, Yacine a le cerveau de l'INSP et l'expérience du terrain, c'est jackpot. On m'a dit que vous vouliez former les agents à la posture de l'intention. J'avoue que ça ne me parle pas trop, ça me fait même un peu peur. C'est pas un énième slogan de management? Le management par l'intention, c'est un truc militaire devenu la règle de management dans la fonction publique depuis 2030. Tout le monde veut s'y mettre, enfin presque. Eh bien, l'idée, c'est de donner aux collaborateurs un objectif clair, le sens de la mission, sans imposer la façon de faire. La méthode, c'est eux qui la décident. C'est un bon moyen d'encourager les initiatives et d'accélérer la prise de décision. Pour moi, il n'y a que des avantages. Je comprends mieux, c'est intéressant, surtout quand on n'a pas de budget.
Ah, le budget. Vous pensez vivre une crise budgétaire? Alors sachez qu'en 2045, ce sera la règle. Depuis que l'État a fonctionné sans budget entre 2032 et 2035, il a fallu changer les habitudes. Et figurez-vous que l'administration a fait preuve d'une résilience exceptionnelle. En même temps, elle n'avait pas le choix. Je suis ravie que ça vous parle, Hugo. Le management de l'intention, c'est vraiment ma vision du leadership. Leadership, oui, il y a des mots qui ne changent pas, on l'a entendu sur la table ronde traduction. Yacine, c'est écouter et embarquer. Mais concrètement, alors, comment vous l'appliquez, ce management? Eh bien, déjà, un constat. L'État a longtemps fonctionné en silo, avec des certitudes, alors qu'on a tout à gagner à faire coopérer les talents, à les faire circuler. La circulation des talents, le b.a.-ba en 2045. Les jeunes talents s'ennuient. Ils veulent tout découvrir, tout faire, au moins que ça serve à l'État. Alors on les fait circuler entre administrations, ils capitalisent en savoir-faire et le recours à l'expertise externe devient moins intéressante et nécessaire. Et j'accepte aussi que mes équipes se trompent parfois pour mieux les encourager à innover. La culture de l'échec, pareil, c'est le b.a.-ba en 2045. Moi et mon redoublement en 5e, j'aurais fait fureur en 2045. Alors justement, racontez-moi votre plus grand échec professionnel. J'avais 20 ans et j'ai monté ma boîte, une appli pour les restaurants, je voulais faire pro, du coup j'ai tout fait trop vite, un bureau, un logo, un site, tout ça avant d'avoir un seul client. J'avais juste réalisé une étude de marché. Ouais, les fameux indicateurs encore. Oui, voilà. Je suis passée à côté de la dimension humaine, avec qui j'allais m'associer, le suivi client sur le terrain, le premier recrutement que j'allais faire, le contact quotidien avec les restaurateurs. Au bout d'un an, j'étais en liquidation judiciaire. Là, j'ai compris qu'il faut en permanence écouter les gens, tester et ajuster au fil de l'eau. Et c'est là que vous êtes revenu vers le public. Oui, avec la vague des engagés fin des années 30. Et oui, en 2045, l'État est l'employeur le plus attractif. Les pratiques se sont modernisées, les méthodes ont changé, et puis l'État donne du sens. Les meilleurs talents sont restés, d'autres sont arrivés, générant une vague d'engagement jamais connue jusqu'à présent. On a appelé ça la vague des engagés. Bon, Yacine, alors vous commencez quand? Eh bien, quand vous voulez, maintenant. Et ainsi, Yacine prit ses fonctions, prête à transformer la France. Enfin, après les 6 mois de vérification administrative, la commission de titularisation, l'avis du Conseil d'État et la validation des RH. On est en 2045, mais on est en France quand même, faut pas déconner.